La Serge Caté. Donc Serge Caté, que je présente en quelques mots. Vous avez servi comme sous-lieutenant à partir de 1960 en Algérie, au titre du 11e bataillon du 22e régiment d'infanterie de marine, et vous avez notamment exercé la fonction d'officier SAS pendant une partie de ce séjour en Algérie. Vous êtes agrégé de l'université en géographie, professeur au lycée Berthollet d'Annecy de 64 à 94 et à la retraite depuis cette date. Vous avez participé notamment, vous animez la commission civisme et mémoire au sein de l'Union départementale des combattants de Haute-Savoie. Il y a un petit os avec les images, je pense qu'on s'en passera. Oui, bon, c'est pas grave. Bon, autrement, Ouais. C'est pas celle-là, ok. Alors, celle-là, essayez de voir. Ça doit être ça. Voilà. Voilà. Bon. Pour faire avancer. Très bien. Bien. Alors de la concision, parce qu'on a encore un dernier intervenant après vous. Oui. Alors, novembre 1954, l'Algérie entre en rébellion. Le mouvement insurrectionnel est dirigé par le FLN et son bras armé, la LN. Très rapidement, un constat s'impose. Les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie s'avèrent incapables de reprendre en main la situation. Le pouvoir politique se tourne alors vers l'armée et lui confie la mission d'éradiquer l'insurrection, de liquider les maquis en cours de constitution, c'est-à-dire la mission de conserver l'Algérie à la France. Les responsables militaires ne tardent pas à pointer du doigt deux insuffisances à résorber absolument pour atteindre l'objectif assigné. L'un militaire, l'insuffisance des effectifs, l'autre civil, l'insuffisance de l'encadrement administratif du bled, c'est-à-dire des espaces ruraux de l'intérieur du pays. On sait comment sera réglé le problème des effectifs en faisant appel aux contingents. Les réservistes seront rappelés, le service militaire sera porté à 28 mois. Quant au problème de l'encadrement administratif, une initiative y pourvoira. La création des sections administratives spécialisées, les SAS. Les conditions de la vie administrative, de la vie territoriale, administrative territoriale de l'Algérie ne sont en effet pas totalement identiques à celles de la métropole. Elles le sont pour les trois départements d'Oran, Alger, Constantine, créés en 1848, leurs arrondissements et cantons. Elles ne le sont pas pour ce qui est des communes. Dans le domaine communal, il n'y a pas une Algérie, mais deux Algéries. L'Algérie des villes et l'Algérie du bled. Les communes urbaines qui ressemblent pour les communes urbaines qui rassemblent l'essentiel de la population non musulmane, l'européenne et l'israélite, sont dites communes de plein exercice.
elles bénéficient d'une administration et d'une gestion comparables à ce qu'elles sont en métropole. Telle n'est pas la situation des communes du Bled, dont la population est quasi exclusivement musulmane, arabe ou kabyle. Portant le nom de communes mixtes, elles sont administrées selon des modalités définies en 1875. Elles auraient dû être supprimées en 1947, mais leur existence avait été maintenue. À la veille de l'insurrection, on en compte 88. Elles couvrent près de 200 000 km². Est-ce que j'appuie? À droite, bon. Excusez-moi. Voilà. Elles couvrent près de 200 000 km², soit les 2/3 du territoire. Elles sont peuplées de plus de 5 millions d'habitants, dont moins de 50 000 Européens. Leur gestion souffre de nombreuses tares et difficultés. Les populations sont dispersées sur de vastes surfaces et fractionnées en douars isolés, toujours très marqués par la permanence des structures et des mentalités tribales. Nomadisme ou semi-nomadisme sont toujours d'actualité, notamment dans les régions méridionales. L'appartenance et l'exercice du pouvoir de gestion y relèvent non de l'élection, mais des principes de la désignation et de la tradition. Point de maire ni de conseil municipal, mais un administrateur, nommé par Paris et secondé par des caïds qui, de chefs traditionnels, sont devenus fonctionnaires locaux en charge principalement de la fiscalité et des affaires sociales. Ce système a généré une plaie qui s'est incrustée, la corruption. L'insurrection a eu pour conséquence d'en développer une autre, l'éloignement, pour ne pas dire l'absence du pouvoir. En effet, pour des raisons de sécurité, administrateurs et caïds se sont repliés vers les centres urbains proches, abandonnant ainsi un peu plus les populations à leur sort. Indigence administrative, mais aussi misère d'une société rurale qui souffre d'un cruel manque de terre, terre de culture, terre de parcours. La faim de terre est dramatique dans le Bled, exacerbée par la croissance démographique, l'omniprésence des reliefs montagneux, les rigueurs d'un climat générateur tant d'érosion que d'aridité. Depuis le début du XXe siècle, la population musulmane rurale pour l'essentiel a été multipliée par 3 pour atteindre 9 millions d'individus. Alors que les surfaces de terre disponibles, la surface de terre disponible est restée figée à moins de 9 millions d'hectares. Cette misère des campagnes a eu pour conséquence de générer une émigration croissante vers la métropole et les grands centres urbains où le phénomène de bidonville a fait son apparition. Une dernière touche pour compléter ce tableau, le double déficit de la scolarisation des enfants et de la présence médicale. Il ne faut donc pas s'étonner si, dès 1954, cette population des communes mixtes a pu être facilement prise en main par l'organisation politico-administrative du FLN et qu'elle ait servi de vivier au maquis de l'insurrection. Conscient de cette situation, le pouvoir politique et l'autorité militaire ne peuvent pas ne pas chercher à reprendre en main cette population du Bled. C'est cette volonté qui est à l'origine de la création des sections administratives spécialisées des SAS, inspirées de l'expérience marocaine des bureaux des affaires indigènes, animés par un corps spécial d'officiers arabophones ou berbérophones. L'idée est présentée au début de 1955 au gouverneur général de l'Algérie, l'ethnologue Jacques Soustel,
par le colonel Parlange, un ancien des affaires indigènes. Pendant 6 mois, la proposition est mise à les essais dans les Aurès, un des bastions du FLN. Conduite par une équipe d'anciens du Maroc, elle donne des résultats probants. En septembre, Jacques Soustel prend la décision d'étendre l'expérience à l'ensemble de l'Algérie et installe à Alger une administration centrale des affaires algériennes dont il confie la direction au colonel Parlange, promu général. En 1956, le nouveau gouverneur général, Robert Lacoste, introduit une profonde réforme des structures administratives du territoire algérien. De 3, le nombre des préfectures, ça va. Le nombre des préfectures passe à 13, découpé en 77 sous-préfectures. Les affaires algériennes sont représentées auprès de ces 2 échelons. Un colonel est adjoint au préfet, un commandant au sous-préfet. Chaque arrondissement peut compter jusqu'à 8 à 10 sas, regroupant chacune de 10 à 20 000 personnes. La création des sas, inscrite dans cette structure pyramidale, s'effectue à un rythme rapide. En mai 1955, on en compte 30. En décembre 1956, elles sont 490. En moyenne, 23 sas ont été créés par mois. De janvier 1957 à juillet 1958, le mouvement des créations ralentit, mais ce sont encore 100 sas qui voient le jour. Le nombre maximum est atteint en 1961. Autour de 700 sas sont alors en place, dont certaines en milieu urbain, sous le nom de sections administratives urbaines. Une des originalités des sas est qu'elle procède tout à la fois du civil et du militaire. Cela est vrai des caractères de son organisation, de la diversité de ses missions, des modalités de l'indispensable formation de ses cadres. Implanté dans le bled, une sas est un monde complexe, sous le commandement d'un officier subalterne, lieutenant ou capitaine, détaché par l'armée auprès des affaires algériennes, institution civile. Il a souvent pour adjoint un aspirant ou un sous-lieutenant issu du contingent. En signe distinctif, ils arborent un képi bleu qui sera vite à l'origine de leur appellation, les képis bleus. De 1955 à 1961, ils seront plus de 4000 à le porter. L'armée et les affaires algériennes se partagent les personnels indispensables au fonctionnement des sas. Les affaires algériennes fournissent le secrétaire, l'interprète, pied noir ou musulman, le chauffeur, le radio. Ils portent le nom d'attaché civil. L'armée met à la disposition de l'école ses appelés, son médecin et ses infirmiers, à celle de l'assistance médicale gratuite introduite en 1956. Serge, il te reste moins de 5 minutes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? On a encore un intervenant et... Alors, je pense qu'à ce moment-là, il valait mieux que je ne commence pas. Alors dans ces conditions, je termine. Je laisse... Non, je regrette. En 5 minutes, je n'ai pas le temps de terminer mon propos. Il avait été prévu pour durer exactement 20 minutes. Oui, bien, continue. Non, mais je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas, ça n'a aucune importance. Hein? C'est tout. Allez. Ce n'est pas...
Non, j'avais prévu exactement 20 minutes comme ça avait été prévu. Bien. Donc, implanté dans le bled, une SAS est un monde complexe sous le commandement d'un officier subalterne, donc, excusez-moi, oui, isolé. La SAS a besoin de défense, elle est assurée par des supplétifs recrutés sur place, un Marzem, fort de 20 à 30 hommes, les Morazni, commandé par un sous-officier détaché par l'armée. Il n'est pas rare que des félagas ralliés en fassent partie. La diversité de ces personnels est le reflet de la diversité des missions confiées aux SAS. Dès le départ, leur rôle est de reprendre contact avec une population dont l'abandon avait facilité sa pénétration et son contrôle par le FLN. Cette reprise en main impliquait que soient remplies deux missions, l'une d'ordre civil sous l'autorité des sous-préfets représentants du pouvoir central et dispensateurs de crédit, l'autre d'ordre militaire en harmonie avec l'action menée par l'unité responsable du secteur ou du quartier dont dépend chaque SAS, lourde et délicate tâche. La mission civile des SAS est d'abord de pallier l'absence d'organisation et d'action municipale. Tout est à faire, recenser, ouvrir des écoles, soigner, voire assurer un minimum de subsistance aux plus démunis et donner du travail. En 1956, les SAS participent à la réforme communale qui met un terme à l'existence des communes mixtes et ouvre le champ aux pratiques démocratiques qui impliquent l'organisation d'élections. Dès le début de 1959, dans les 1400 communes prévues par la réforme, il s'agit dès lors de susciter des vocations dans une population qui n'y est pas prête. En 1958, nouvelle mobilisation, il s'agit de mettre en œuvre le programme dit des 1000 villages qui prévoit la construction de logements, notamment pour les populations regroupées depuis l'année précédente, qui prévoit également la redistribution de 250 000 hectares de terres agricoles, l'ouverture de chantiers, de construction de routes, d'aménagements hydrauliques, de restauration des sols. L'un des buts recherchés est de réduire la plaie du chômage, d'atténuer la misère. Le financement de ces travaux est prévu par le plan de Constantine lancé par De Gaulle le 3 octobre 1958. Le 2 septembre 1959, soit 3 ans après leur création officielle, un décret de la présidence de la République définit la place et le rôle des chefs de SAS dans la nouvelle organisation municipale de l'Algérie. Intermédiaires entre les sous-préfets et les maires, ils sont également les conseillers et coordinateurs de l'action de ces derniers. Sur le terrain, la réalité est bien différente. Dans le bled, en effet, il s'avère difficile, voire impossible, de mettre en place des municipalités, faute de volontaires capables de braver les interdits et les représailles du FLN. Le chef de SAS est alors dans l'obligation de faire office de maire. La mission d'ordre militaire est inscrite dans l'acte de naissance des SAS, destinée à reprendre en main des populations. Elles sont un rouage de la lutte contre la rébellion et leur action s'insère dans celle des unités de quartier ou de secteurs où elles sont implantées. La coopération des SAS s'exerce pour l'essentiel de deux manières. D'abord par leur contact avec la population et par l'intervention de leur Marzem. Les contacts avec la population jouent un rôle majeur. Les politiques d'ouverture de chantier, de protection médicale, de scolarisation des enfants, de distributeurs de denrées contribuent à faire évoluer l'état d'esprit dans le bled, d'autant que dans le même moment, en 1958-1959, la rébellion est acculée militairement. Des douars commencent à s'éloigner du FLN et s'engagent dans la voie du ralliement. Pour le FLN, il y a là un danger dont il est conscient, ce qui explique pourquoi les SAS sont devenus sa bête noire. L'emploi des Marzem est l'autre donnée du rôle militaire des SAS.
Les hommes des Marzem ne sont pas uniquement destinés à assurer la défense des bâtiments de la SAS et à la protection de leur chef à l'occasion de ces déplacements répétés dans le bled. Ils interviennent également directement dans la lutte contre les éléments armés du FLN. Les patrouilles, la recherche des caches, les embuscades font partie de leur mission. Ils s'en acquittent d'autant mieux que le terrain sur lequel ils opèrent leur sont familiers. Remplir une mission militaire pour des chefs de SAS issus de l'armée n'est pas un problème. Mais répondre aux exigences des multiples missions d'ordre civil nécessite une formation adaptée. Elle est dispensée à Alger par l'administration des affaires algériennes sous la direction dans un premier temps du général Parlange, puis de son successeur, le général Partiot. Dans son témoignage « L'autre guerre d'Algérie », le capitaine Harry nous dresse la liste des thèmes d'études prévus pour les stages de formation, au nombre d'une trentaine. Il met particulièrement l'accent sur l'islam, son histoire, sa culture, sa société, son organisation religieuse, principalement dans le contexte algérien. Cette approche de l'islam s'accompagne d'un apprentissage de l'arabe, apprentissage indispensable pour agir au sein d'une population qui, dans sa très grande majorité, ignore le français. Vaste programme pour lesquels les affaires algériennes prévoyaient des stages de 3 semaines. Mais en 1958, le temps et les besoins pressent. Le stage du sous-lieutenant Harry, fraîchement sorti de l'école des officiers de réserve de Saint-Mexan, ne dure que 10 jours à raison de 8 heures de cours par jour. Déjà, en 1956, un instructeur des affaires algériennes pouvait dire, parlant de la courte durée des stages, « C'est vraiment une gageure que de prétendre initier en 3 semaines seulement de jeunes officiers à un métier aussi nouveau. Après tout, la méthode a peut-être du bon qui consiste à jeter les gens à l'eau pour leur apprendre à nager. » La grande majorité des volontaires pour servir dans les SAS a su pallier cette insuffisance de préparation par l'enthousiasme et l'énergie que donne la conviction de servir une bonne cause, celle d'une Algérie rénovée, modernisée, mais qui resterait terre de France. 2 mots suffisent à résumer le bilan des SAS, action et amertume. Les SAS et leur képi bleu n'ont pas démérité. Le travail effectué a été plus que remarquable. Le 24 juillet 1957, le journal Le Monde peut déjà écrire « Les militaires effectuent ce travail de samaritain avec une patience et le dévouement qui sont peut-être leurs plus grands titres de gloire en Algérie. » Grâce à l'ouverture de routes, des régions sont désenclavées. Les conditions de la production agricole sont améliorées avec de nombreuses initiatives d'aménagements hydrauliques. L'enseignement peut être enfin dispensé à des dizaines de milliers d'enfants du bled. La situation sanitaire bénéficie partout de substantiels progrès. La vie quotidienne de bien des villages, notamment la vie de celle des femmes, est facilitée par la multiplication des points d'eau. Les difficultés à surmonter n'ont pourtant pas fait défaut. Les moyens matériels et financiers se sont souvent fait attendre. Il a fallu affronter l'inertie quand ce n'était pas l'hostilité des populations locales, travaillée par les interdits et les mots d'ordre du FLN. Avec l'armée, les rapports n'ont pas toujours été faciles. Les SAS, à maintes reprises, ont été confrontés à l'inévitable contradiction entre la nature de leur mission qui est de protéger les populations et les rigueurs d'une guerre qui les malmène. Le danger de découragement a pu se manifester qui fait écrire à un officier SAS du Constantinois, dénigré par les militaires, considéré comme des gêneurs par l'administration, nous n'avons que notre bonne volonté, elle commence à s'user. L'incompréhension doublée d'amertume se fait jour avec l'évolution de la politique du général de Gaulle à l'égard du problème algérien. Le 16 septembre 1959, le général annonce une nouvelle orientation de la politique algérienne. L'avenir n'est plus à l'Algérie française de 1958, mais à l'Algérie algérienne. Pour beaucoup,
Cela signifie à terme la perspective de l'indépendance du pays, la fin d'une espérance, la fin de la raison d'être du SAS. Sur le terrain, ce changement de politique se traduit rapidement par la disparition d'un nombre croissant de SAS. Le département de Tlemcen en Oranie est un bon exemple qui, en 1961, voit l'effectif de ces SAS passer de 35 à 20. Pour beaucoup d'officiers SAS, il y a là un tournant politique difficile à accepter. Certains ne l'accepteront pas. Après le 19 mars 1962, c'est-à-dire après Évian, l'état d'esprit tourne au drame. Ce n'est pas la fin des SAS intervenue en juin qui se révèle insupportable, mais l'inéluctable abandon des 20 000 hommes des Marzem, l'abandon également des populations qui avaient fait confiance aux képis bleus et opéré leur ralliement. Morazni et Douar ralliés peuvent craindre des représailles de la part du FLN. Des responsables SAS prennent alors la décision de braver les interdits du gouvernement. Ils tentent de transférer leurs hommes en métropole. Peu y parviennent. Triste épilogue pour une institution et des hommes qui avaient payé un lourd tribut à leur engagement, à leur participation à la politique de pacification. 73 officiers ont été tués, 33 sous-officiers, 42 attachés civils et 607 Morazni les ont accompagnés dans la mort. Ainsi, les chefs de SAS ont été les héros ou, comme on voudra, les instruments tragiques d'une impossible mission. Ils n'ont pas été les seuls.